Bonjour tout le monde. Merci à M. Gottferstein pour cette invitation et à l'APE. À l'APE, il y a bien sûr donc à l'association des parents d'élèves. Et je tenais tout simplement à vous féliciter pour tout ce travail que vous faites au quotidien, qui n'a finalement comme but essentiel que de s'occuper du bien-être des enfants et évidemment par votre conséquence du bien-être des parents. Alors, j'ouvre donc le bal de cette série de conférences. Il y aura pas mal de points qui vont être abordés. On va donc se cantonner ce soir à essayer, enfin se cantonner c'est un grand mot, on va essayer de se focaliser sur deux aspects essentiels qui concernent le mal-être d'un enfant. D'abord, on va essayer de voir dans une première partie comment détecter le mal-être chez un enfant, et enfant c'est au sens large du terme, que ce soit des enfants de la maternelle, du primaire et du secondaire, puisque finalement l'école embrasse un petit peu tous ces âges. Et ensuite on essaiera évidemment, une fois qu'on a réussi à détecter un peu ce mal-être, on essaiera donc de voir dans quelle mesure on peut essayer de trouver une thérapie par rapport à cela. Et la thérapie, elle va s'axer sur deux axes. La première, c'est de voir dans quelle mesure on peut prévenir le mal-être d'un enfant, donc comment on peut travailler en amont au sein de la famille et au sein de l'école pour prévenir le mal-être qui peut exister chez un enfant. Et deuxième chose, on essaiera de voir, plus en termes de prévention, mais en termes palliatifs, comment gérer donc ce mal-être par le biais de la communication. Donc voilà un petit peu les grands axes qu'on va essayer d'aborder ce soir. Alors vous avez un document sous les yeux de façon à un peu suivre la trame. Et surtout, ça me permet, lorsque j'utilise des références thoraïques, que vous ayez le document donc en hébreu, la référence en hébreu, mais aussi en français, de façon à pouvoir comprendre comment la Torah est venue nous transmettre des messages éternels qui n'ont absolument aucune frontière, et aucune frontière au niveau des sociétés, aucune frontière au niveau du temps, et comment les Chachamim sont venus percer le secret du psychisme humain, qui nous permettent donc de pouvoir avancer dans ce sens et comprendre un petit peu plus notre métier fantastique de papa et de maman. Alors, juste avant de commencer proprement dit l'exposé, je tiens à préciser que je m'inspire pour tout ce que je vous dis ici d'un tout petit peu d'expérience. J'ai 5 enfants, et ça c'est la partie toute petite, donc j'ai un tout petit peu d'expérience, et surtout, j'ai eu la chance, sous l'impulsion de mon épouse, il y a pas mal d'années, lorsque j'étais en Israël, j'ai eu la chance d'étudier pendant 13 ans là-bas, de côtoyer celui qui est considéré actuellement comme étant le ponte en termes d'éducation, c'est le Rav Yakovson. Alors vous pouvez vous procurer dans les librairies juives un livre qui s'appelle Le faux témoignage contre l'enfant, qui est très bien, mais c'est évidemment qu'un livre, ça ne résume pas du tout toute la pensée de ce grand maître, et qui est quelqu'un qui, en tout cas pour moi, est à peu près 95-97% de ma source d'inspiration. Donc j'ai eu la chance de côtoyer en Israël, j'ai la chance de continuer à avoir un contact de par les conférences qu'il a pu distiller à travers le monde, surtout enfin, à travers Israël, et donc c'est surtout à partir de son expérience que je m'inspire pour dire ce que je vous dis ce soir. Alors, premier donc des points qu'on va développer ensemble, la phase de détection, faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? Je vous ai marqué ici donc dans un premier point, plus l'enfant est petit, plus en général, il a du mal à camoufler ses sentiments. L'enfant qui revient de la maternelle ou de l'école primaire, de façon générale, il est extrêmement aisé de repérer son mal-être. Ce n'est que lorsque l'enfant grandit, c'est là qu'on arrive petit à petit au monde de l'adolescence, que l'enfant peut présenter un visage normal et pourtant avoir une véritable tempête sous le crâne, et surtout un véritable déchirement à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de lui au niveau sentimental, au niveau psychique. Donc, je dis que dans les premières phases, de façon générale, pas toujours, de façon générale, un enfant va, de façon presque naturelle, exprimer quelque chose. Maintenant, c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas une expression claire, et le travail des parents va être justement de jouer le rôle de Sherlock Holmes pour essayer de détecter derrière les mots qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. Ça, c'est la première manifestation possible. Donc, l'enfant s'exprime, il n'est pas content, je ne veux plus aller à l'école. Et derrière ce « je veux plus aller à l'école », il faut que nous, on essaye d'essayer de creuser, mais qu'est-ce qui se passe exactement derrière ça? Il existe des manifestations autres que l'expression verbale directe « je veux pas aller à l'école », il existe des expressions plus délicates à attraper qui sont des somatisations. Par exemple, il y a très souvent des enfants qui ont des mal au ventre.
On essaie de faire des explorations à droite à gauche, un gastro, d'abord généraliste, le gastro, bref, on voit rien, alors on essaie d'inventer éventuellement une allergie au lait, je ne sais pas quoi, et puis on se rend compte petit à petit qu'en creusant, l'enfant est venu somatiser un problème relationnel qu'il a avec sa maîtresse, avec son professeur, avec ses camarades, et petit à petit, on va utiliser, si vous voulez, ce mal physique qui pourrait être dû à du lait. On va peut-être se rendre compte que derrière cette pseudo-allergie au lait, il peut y avoir aussi effectivement une allergie au lait, mais il y a peut-être des fois quelque chose qui se cache derrière ça. Il y a le Ravish qui dit un truc absolument magnifique. Il dit qu'en hébreu, la chair, c'est bassar. Bassar, c'est la chair. Et il dit que c'est la même racine sémantique que levaser, comme on dit en hébreu, bessorot tovot. Bessorot tovot, ça veut dire que nous ayons des bonnes nouvelles. Les vaser, c'est des annonces. Le Chazan à la choule, en général, fait des annonces de l'heure de Mincha, fait des annonces des Brit Milot qui ont lieu dans la synagogue. Sous-entendu, le bassar, la chair, elle est toujours annonciatrice de quelque chose. C'est la raison pour laquelle un mot d'un enfant, sur lequel l'enfant n'arrive pas à mettre des mots MOT, le mot MA8, sur lequel l'enfant n'arrive pas forcément à mettre des mots, est toujours révélateur de quelque chose qui se trame à l'intérieur, et à nous, parents, d'essayer de détecter ce mal et trouver toutes les pistes. On va parler des pistes pour pouvoir essayer de détecter donc ce mal qui peut se trouver. On peut découvrir une difficulté d'un enfant par rapport à des résultats scolaires, et ça, en général, cette partie est toujours très très bien traitée dans les établissements, puisqu'il y a des carnets de correspondance, puisqu'il y a des relevés de notes, puisqu'il y a des réunions de parents d'élèves. Ce qu'on oublie, avec les professeurs, pardon, ce qu'on oublie très souvent, et j'en ai été d'autant plus impressionné cette semaine, j'ai eu une réunion de parents d'élèves, avec le professeur de mon fils de CE1, et on oublie très souvent que derrière les notes, même si les notes sont bonnes ou pas bonnes, peu importe, il existe tout un vécu de l'enfant à l'école, qui est un vécu qui n'est absolument pas lié à sa façon de pouvoir comprendre une matière, ingurgiter des connaissances. C'est la façon dont il va gérer ses premières relations sociales. Et il est absolument essentiel de pouvoir parler avec le professeur sur les résultats, mais aussi sur, et en tout cas dans les écoles primaires c'est d'autant plus flagrant, sur la façon dont l'enfant se comporte en récréation. Donc en l'occurrence pour mon fils, le professeur m'a dit, ben voilà, votre fils, il est maladroit. Je dis, c'est quoi maladroit? Il dit, ben en fait, il a envie de se faire des copains, mais en voulant se faire des copains, sa façon d'aborder un ami, c'est de le bousculer. Alors il s'y prend de façon très gauche. Donc son copain dit, mais pourquoi tu me bouscules? Donc au contraire, il est en train de créer plutôt une animosité qu'une amitié. Mais il pense que c'est cette façon rustre d'aborder. Alors il m'a dit, vous devez donc, et j'ai trouvé ça génial de sa part, de ne pas me parler que des résultats scolaires. Il m'a dit, je l'ai observé à la cantine, je l'ai observé à la récréation. Il a partout cette façon gauche d'avancer. Donc il m'a dit, faites attention, essayez de lui apprendre comment on va essayer de rétablir le tir. Et donc par exemple, on a pensé à une idée, éventuellement de lui donner un paquet de bonbons de façon à le distribuer. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est absolument essentiel de pouvoir parler avec un professeur, et je pense que vous avez ici, de façon très forte, une chance assez incroyable d'avoir une écoute très très forte, aussi bien de la direction que de l'équipe des professeurs. Je ne connais pas tous les professeurs, mais j'ai eu l'occasion donc de connaître bien le directeur, et de connaître aussi l'équipe de professeurs de Kodesh, puisque j'ai fait des formations avec eux dans le secondaire, en tout cas je crois que c'est le secondaire, et j'ai vu à quel point il y avait une véritable équipe au service de l'enseignement, au service des enfants, au service des parents, une équipe qui est soudée, et il faut profiter de ce qui a été mis en place ici, c'est rare. Ouais, j'ai même eu, à titre d'expérience, l'occasion de pouvoir enseigner il y a exactement 6 ans, ici, dans cet établissement, en classe de première, et c'est ça qui m'a toujours frappé, à la fois le respect qu'on avait d'un élève, même lorsque l'élève était mal comporté, et le souci qu'on avait d'une communication avec les parents. Donc cette communication qui a été mise en place au sein de cet établissement, avec une équipe de professeurs très chevronnés, et qui ont créé un véritable esprit familial, faut en profiter. C'est vraiment l'occasion de venir titiller chacun des professeurs, essayer de parler, parce qu'il y a une chance ici, et je peux vous dire que j'ai vu plusieurs établissements dans lesquels c'est pas du tout une donne classique. On a la chance ici d'avoir une véritable écoute, et une véritable recherche de remise en question pour améliorer. Le fait même qu'on soit ici durant une conférence qui porte sur l'éducation, c'est révélateur de la volonté de la direction de essayer de trouver en permanence une solution pour progresser. Ça pourrait presque me rappeler une chanson qui s'appelle On avance,
Mais en tout cas, c'est vraiment cet esprit qui est mis dans cette école, il faut vraiment en profiter. Donc je dis que un professeur, quel que soit le professeur, alors évidemment plus on rentre dans des écoles, dans des âges plus vieux, plus c'est difficile. On va demander à un professeur de physique comment se comporte l'enfant en cantine, il n'est jamais là. Mais les maîtresses et les maîtres, en général, sont systématiquement là, et ils sont aussi là pour la récréation. Et si on n'a pas le maître qui a observé ce qui se passe à la récréation, on peut demander au CPE, on peut demander à toute l'équipe de surveillance, qui vont donner des informations absolument essentielles, et qui, je le répète, ne sont pas du tout du domaine de la relation de l'enfant à son apprentissage, qui sont du domaine de la relation de l'enfant avec sa première micro-société. La première qu'il a rencontrée, c'est sa famille. Et la deuxième, et une famille en général, c'est un lieu dans lequel on est accepté tel qu'on est. Lorsqu'on pénètre la première micro-société, on n'est pas accepté tel qu'on est. Ouais. Et ça, c'est même valable dans un GAN. Lorsque dans un GAN, il y a 2 bicyclettes et il y a 25 enfants, eh ben, chaque enfant a l'impression que les 2 bicyclettes sont pour lui. Donc l'enfant va d'entrée de jeu, dès ses premiers pas dans le GAN, faire l'expérience de ce qui s'appelle le marché concurrentiel. Les OPA. Ouais, tout le monde de l'économie sauvage peut se déverser dans une toute petite classe de GAN, et c'est là que va se jouer des enjeux absolument fantastiques, extraordinaires dans sa relation à la société, qui n'ont absolument rien à voir avec l'apprentissage. Cela dit, il est évident que s'il a beaucoup de mal dans ces moments de récréation, des moments de détente, il est fort à penser que l'enfant, ce trouble qu'il pourra avoir, cette difficulté de pénétrer cette première micro-société, va certainement jaillir sur ses résultats, puisque un enfant qui a été vexé, un enfant qui a été humilié, parce que finalement, il est un petit peu le bouc émissaire, et puis il ne sait pas forcément se défendre, et puis il y a des personnes qui prennent en permanence la place, il a donc un problème de place. C'est évident qu'au niveau de son contact avec le monde cognitif des matières, c'est d'autant plus difficile que l'enfant est vexé, l'enfant a été heurté, l'enfant a été, bousculé. Donc évidemment, par voie de conséquence, il y aura aussi des incidences au niveau de la matière, mais je dis qu'on ne doit pas simplement se focaliser sur les résultats scolaires, sur le fait qu'il apprend bien à écrire, il apprend bien à lire et à compter. Il y a tout un pan essentiel qui est toute cette relation intersubjective qu'il est en train d'apprendre, ces balbutiements, et c'est là en fait que va notre interface avec le professeur. On n'est jamais là, il n'y a pas de caméra de voir comment ça se passe. Notre interface avec le maître et la maîtresse va être absolument essentielle parce que c'est lui qui pourra nous renseigner comment l'enfant évolue, et là se joue un enjeu absolument essentiel. Deuxième point là-dedans, dans cette détection de l'enfant, il faut savoir que l'enfant est très avare de mots, tout simplement parce que lorsque l'enfant est offusqué, lorsque l'enfant a un mal-être, il a déjà un blocage naturel, il a du mal à s'exprimer. Qui plus est, un enfant en général a un champ lexical très faible. Il ne connaît pas la nuance des mots, et même nous, en tant qu'adultes, lorsque nous sommes frustrés, énervés, on s'est senti, on a eu des fausses joies ou je ne sais quoi, on a été en colère pour ça et ça, regardez avec quelle difficulté on a à trouver le mot juste. Ça, c'est pour un adulte qui a déjà été construit, qui sait prendre un petit peu de distance par rapport à ses sentiments. Un enfant qui, lui, n'a pas cette distance par rapport à ses sentiments et qui n'a pas son champ lexical, il a, par définition, énormément de mal à trouver les mots, à décrire ses sentiments. Le mot n'est qu'un indicateur, une sorte de poteau indicateur d'un univers sentimental que nous devons découvrir, et donc il faut accompagner l'enfant dans sa difficulté d'expression et être capable de venir lui dire, et on essaiera de voir quelles sont les techniques de communication avec un enfant qui est frustré, on essaiera de voir comment on va essayer de récupérer la perche qui nous a tendue par un seul mot, et essayer de creuser cela de façon à pouvoir pénétrer ce monde tellement tumultueux qui se trame à l'intérieur de lui. Je donne un exemple. Puisque le mot est tellement peu bavard chez l'enfant, il nous reste d'autres indicateurs qui sont toute la gestuelle. Le corps, je l'ai marqué ici, le ton qui est pris par l'enfant, et le rythme de ce qu'il dit, est parfois infiniment plus parlant que les phrases qu'il dit. Je vous donne un exemple pour vous convaincre de ça, 2 exemples. Imaginez que nous soyons invités chez une personne, nous mangeons chez elle, on mange une bonne daffina, après la daffina arrive un très bon dessert, et après le dessert, le gâteau qui a été fait par la maîtresse de maison, la personne, et cette expérience avait été faite même par Eric Hobson, il avait voulu tenter la chose, et puis donc après le gâteau, alors évidemment la maîtresse de maison attendait les compliments, et il dit « Oh là là, ce gâteau était vraiment infect !» Et la maîtresse a dit « Merci beaucoup, c'est très gentil, c'est très gentil. »
c'est-à-dire l'expression du visage, du contentement, qu'est-ce que c'était bon, et disait tout, et donc on n'écoute même pas ce qu'a été dit véritablement, le gâteau était infect. Inversement, demandez à un enfant, est-ce que tu penses que ton papa et ta maman t'aiment? Il y a deux solutions. Pas deux, mais en tout cas, parmi les deux solutions. Parmi toutes les solutions, il y en a deux. Soit l'enfant répond de façon mécanique, oui. Vous êtes sûr qu'il ressent que ses parents ne l'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, mais en tout cas, lui, son ressenti, il n'aime pas. Un enfant qui ressent que ses parents l'aiment ne dira même pas oui. Au moment où on lui pose la question, il va d'un coup avoir un petit sourire et des yeux qui pétillent. Il ne répondra pas. Ça veut dire que le oui veut dire non, et la non-réponse veut dire un oui franc, sincère et massif. Donc ça, c'est, comment dire, une démonstration de ce qui s'appelle le langage du corps qui est infiniment plus parlant que le verbe, et donc à nous de jouer les Sherlock Holmes, les inspecteurs Colombo, peu importe, prenez la référence cinématographique qui vous intéresse, mais c'est à nous à prendre le recul et se dire attention, on ne va pas se focaliser que sur le mot n'est qu'une piste qui peut vouloir dire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Bref, il y a un champ extraordinaire au niveau sentimental qui s'ouvre devant moi, et à moi de prendre le temps de pouvoir écouter ce que l'enfant veut me signifier, ou bien l'aider à sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Je passe donc de la dimension de l'enfance à la dimension de l'adolescence, qui est déjà un moment de manifestation tout à fait différente. Très souvent, plus l'enfant grandit, donc lorsqu'on arrive à des âges d'adolescence, et ce sont des âges qui sont de plus en plus tôt aujourd'hui, on peut assister à des manifestations de mutisme. L'enfant rentre un petit peu dans une sorte de bulle qui est notamment drôlement facilitée par tous les réseaux sociaux, par toutes les utilisations de iPod et de iPad et de je sais pas quoi. Oui. Et donc toute cette de jeux informatiques et de toute cette sphère artificielle, la sphère du virtuel, dans lequel l'enfant commence petit à petit à avoir une véritable vie, mais je ne vais pas trop empiéter sur ce sujet. C'est mon ami Laura Webidia qui parlera de façon très musclée, très appuyée, de ce dossier, donc la relation par rapport à tout ce qui est jeu informatique, et donc c'est une des conférences qui est prévue dans les Motzei Shabbat qui vont suivre. En tout cas, le mutisme, c'est une phase durant laquelle l'enfant refuse de communiquer. Maintenant, on peut se dire, il y a des bons résultats, et rien ne se passe. Non, c'est sûr que non, j'ai oublié de le préciser, jamais l'excellence des résultats n'est révélateur d'un bien-être d'un enfant. C'est pas parce qu'un enfant marche bien qu'on peut se dire, c'est bon, tout est ok. Il faut toujours être sur ce qu'on appelle sur le qui-vive, dans un état d'éveil permanent, pour savoir qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de lui. Il y a des enfants qui passent des phases, qui peuvent assister à des choses choquantes, qui ne vont pas forcément les déverser à la maison, mais ce sont des choses petit à petit qui viennent, strate après strate, construire tout un univers sentimental que les parents sont censés découvrir. Et donc c'est pas parce qu'on a un enfant qui marche très bien à l'école que pour autant ça marche de façon parfaite ailleurs, et donc il faut toujours être sur le qui-vive, d'autant plus lorsqu'on arrive à des enfants vers 10, 11, 12, 13 ans, filles et garçons. Mère, et alors pas à cet âge au niveau social, mais en tout cas physiquement elle peut commencer à devenir une mère, et un garçon de devenir un père. Il y a un métabolisme énorme qui est en train de se mettre en place, et ce bouleversement doit être prévu à l'avance. Toute, l'évolution, donc ce qu'on appelle la sexualité, ce sont des notions, alors c'est pas toujours facile pour des parents d'en parler, mais on doit aborder les choses avant que les enfants se fassent défleurer sur Internet par des connaissances totalement perverses qui sont le torrent absolument incroyable de Internet. Et donc, il est absolument essentiel d'avoir une communication par rapport à ça, en son temps, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, avant que les enfants soient faits totalement pollués. Donc, ça, c'est un petit peu toutes les phases et les manifestations possibles d'un enfant. Petite parenthèse, alors que je parle de mutisme, lorsque l'enfant devient un petit peu muet, c'est que un muet en hébreu, vous savez comment on dit en hébreu? Il faut se mettre au pas là, maintenant. Ilem, merci. Ilem veut dire un muet. Maintenant, la racine sémantique de ilem, vous savez c'est quoi? C'est pareil que alimut. Vous savez c'est quoi alimut? C'est la violence. Le mutisme peut être vu aussi comme une forme de violence. Petite parenthèse, lorsque un mari fait la tête à son épouse,
dans l'espoir qu'elle puisse revenir rapidement pour rabibocher, très souvent il a l'impression que ça va être une très très bonne technique, de façon à ce qu'elle puisse revenir, mais en fait se cache ici une violence absolument incroyable de la non-parole, et cette violence va au contraire faire germer une situation de brisure encore plus forte, une fracture beaucoup plus forte, et qui fait qu'en général, le mari, en attendant, lorsqu'on passe une nuit, eh ben, finalement, c'est lui qui va petit à petit être obligé de revenir, mais il aura perdu beaucoup de plumes par rapport à ça. Il y a une violence dans le silence qui n'est pas moins violente que la violence exprimée. Alors, à jauger entre les deux, et s'il y en a peut-être à faire, il ne faudrait pas faire un abritage, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le monde du mutisme est un monde qui cache une violence absolument colossale. C'est pareil pour un adolescent. Il faut être conscient de cette manifestation et donc utiliser toutes les techniques dont on va parler pour essayer de percer cette pellicule, pour percer ce rideau absolument, ce rideau épais. Je l'ai marqué aussi parmi les méditations chez les adolescents, il peut y avoir, donc ce que j'appelle l'addiction aux jeux vidéo, une pratique des mensonges de plus en plus forte. Qu'il y ait de temps en temps, par-ci par-là, des façons d'enrober les choses, c'est une chose, mais lorsqu'on voit que les mensonges commencent à se répéter de façon plus forte, il y a ici des signes très forts, il faut essayer de pénétrer le plus possible, rentrer dans cette communication. Et je vous ai démarqué aussi l'agressivité, donc des enfants peuvent petit à petit devenir très agressifs. C'est pas simplement pour l'adolescent. Un enfant qui revient de l'école et qui jette son cartable et qui fait la tête, ouais, on peut le prendre pour nous, mais fondamentalement, peut-être qu'il a vécu une telle mauvaise journée qu'il est en train d'exprimer ici quelque chose de très fort. Il ne veut plus aller à l'école, et donc il faudra petit à petit être capable de parler avec l'enfant. On va expliquer comment par rapport aux manifestations. Donc je m'arrête ici, au niveau donc de ces manifestations, et donc je précise bien que le boulot de parents, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a confié des âmes toutes différentes, avec toutes leur lot de qualités et leur lot de défauts. C'est qu'il sait pertinemment que nous sommes les personnes les plus à même de pouvoir s'en occuper. Très souvent, on peut avoir une sorte de sentiment de baisser les bras, on se dit mais pourquoi j'ai eu un enfant pareil? La voisine, ça aurait été tellement plus simple d'avoir les enfants de la voisine. Ça, c'est un manque, une absence, si vous voulez, qu'on a tous, de confiance en Hachem. Il faut savoir que, quel que soit le degré de difficulté, on est les seuls parents au monde qui sont capables de pouvoir surmonter ces difficultés. Et donc, par contre, dans cette perspective, le devoir de communication est un devoir absolument essentiel. C'est la règle d'or par rapport à ce qui se passe au niveau du foyer. Une fois qu'on a parlé donc du diagnostic, de tout ce qui peut se tramer, j'ai peut-être pas forcément été exhaustif par rapport à ça, j'ai essayé de baliser le champ le plus large, il y a certainement d'autres manifestations qui peuvent exister. Je vais essayer donc de parler maintenant de la dimension, thérapeutique. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, comment on crée un climat de communication, comment on va réussir à percer le secret de ces enfants. J'avais dit qu'on allait voir deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle l'aspect préventif. On parle beaucoup de prévention routière aujourd'hui. On va parler de la prévention familiale. Et ensuite, on essaiera de voir comment on gère la communication, comment on gère la crise d'un enfant dans notre communication, comment on apprend à écouter un enfant. C'est la deuxième partie. Donc, la première partie, j'ai marqué ici un point absolument essentiel sur lequel Rav Jacobson insiste non-stop, et c'est quelque chose qu'il faut se répéter non-stop. Chaque jour, il faut se répéter ce message de Rav Jacobson. Je vais commencer par un cas pratique, de façon à illustrer le concept que je vais développer ici. Ce concept s'appelle le concept de l'amour gratuit. Qu'est-ce que j'appelle l'amour gratuit? C'est la faculté de donner sans recherche d'un retour sur investissement. Return on investment. On va essayer d'oublier ce concept économique. Être capable de pouvoir donner à un enfant sans espérer une quelconque, retour par rapport à l'enfant. Je donne un exemple historique. Il y avait un plus grand des décisionnaires de la planète habité aux États-Unis. Il s'appelait Rav Moshe Feinstein. Il est mort en 1985. Il était donc un géant de la Torah. Un géant de la Torah, c'est la personne par qui on faisait passer toutes les questions complexes. Ouais. Fécondation in vitro, PMA, toutes ces questions qui mettent en œuvre à la fois une connaissance thématique colossale et une connaissance de la technologie et des toutes nouvelles technologies, c'est lui qui était l'adresse, Rav Moshe Feinstein. Cette personne donc a fondé un véritable empire de Torah à Manhattan, qui est le plus grand maître des États-Unis, le plus grand décisionnaire de la planète. Et il a eu donc un fils qui était un grand maître de la Torah, qui s'appelle Rav David Feinstein. Et ce Rav David Feinstein, le fils, va aussi lui avoir un fils qui arrive à sa bar mitzvah. C'est donc la BM
du petit-fils Feinstein. On peut imaginer que le père a fui l'Allemagne nazie, le grand-père a fui l'Allemagne nazie, il a réussi à construire un empire de Torah et enfin, Chut HaMeshulash Lobimera Inatek, lorsque un fil est triplement tressé, il y a très peu de chances qu'il se coupe. On a maintenant le grand-père, le père et le fils. On peut imaginer à quel point c'est une émotion extraordinaire pour le grand-père. Par ça, Rav Moshe Feinstein était un personnage tellement connu que débarque à la bar mitzvah du petit-fils Feinstein, vous pouvez imaginer aux États-Unis, tous les politiques, tout le monde des députés, tous les plus grands Richards des États-Unis, tous les plus grands Dayanim, il y avait la tournée des grands ducs dans cette synagogue. Tout le monde est venu sauf une personne, Rav Moshe Feinstein. On attend un embouteillage à Manhattan, ça arrive souvent, on comprend pas, et puis l'enfant arrive comme ça, il commence à lire la Torah et Rav Moshe n'est pas là. Alors, c'est impossible, le grand-père n'est pas là, son petit-fils, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Un dérapage avec la belle-fille peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a une personne qui ose s'avancer auprès du père du Bar Mitzvah, donc le fils de Rav Moshe Feinstein, il dit mais écoute Reb David, mais qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est pas là et ton fils fait la Bar Mitzvah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon père a été retenu pour un congrès de la plus grande importance. La personne entend ça et dit waouh, ça sent un petit peu la raison écran, congrès de la plus grande importance. Alors, la personne lui demande au fils, il dit, mais attends 2 secondes, congrès de la plus grande importance. Dis-moi, t'as pas un petit peu la rama, il n'a pas dit ça, il c'est en yiddish. T'as pas un peu la rama, dis-moi, t'es pas un peu énervé par rapport à ton père, ils n'ont pas pu déplacer ce congrès. Alors à ce moment-là, Rav David il dit, écoutez, moi, un sentiment négatif à l'égard de mon père, je ne pourrai jamais avoir. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, il dit la chose suivante. Mon père recevait les personnalités les plus influentes du monde juif, aussi bien les politiques que les dayanim, que les rachai yeshivot, chez moi. Tout le monde venait chez mon père, vous savez à quel point le lobby juif a une force énorme aux États-Unis, il recevait tous les maires, tous les députés. À chaque fois qu'il recevait ces personnes, il était assis en bout de table. Il y avait une place à droite, c'était ma place, et il interdisait aux personnalités les plus importantes de s'asseoir à ma place, moi le fils aîné. Il leur demandait de se décaler d'un rang pour me laisser ma place. Ça veut dire que j'ai pu voir à la maison le monde des gens les plus brillants, les plus forts, les plus costauds, les plus impressionnants, mais il y a quelque chose qui est infiniment plus grand que tout ça, et les plus grands dayanim, les plus grands shivot, c'est mon fils. Déjà, j'ai vu que dans l'échelle de valeur de mon père, il ne s'est pas laissé piéger dans cette tournée des grands ducs. Première histoire. Deuxième histoire, écoutez bien cette histoire. Il dit qu'on habitait à New York, et à New York, les hivers sont très rudes. Il fait du moins 20, du moins 30. Il dit que son papa avait de rares heures d'études pendant la nuit, durant laquelle personne ne le dérangeait. Il étudiait comme ça de minuit à 5 heures du matin, il pouvait se plonger dans l'océan du Talmud de la sorte. Il dit qu'avant d'aller se coucher de 5 heures à 7 heures du matin, il passait par la chambre de chacun des enfants, et il venait prendre nos habits qui avaient été mis sur le lit, sur le bas du lit. Il prenait les habits, il les mettait sur le radiateur, de façon à ce que 2 heures après, lorsqu'on se lève le matin, on puisse se lever avec des habits chauds. Dit le fils de Rav Moshe Feinstein, cette chaleur, elle m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il avait peut-être 50 ans, ce père, qui était le fils de Rav Moshe Feinstein. Cette chaleur m'accompagne aujourd'hui. Ça veut dire, à partir de cette histoire, on voit qu'un enfant qui aurait pu vivre un affront absolument colossal, un père ne vient pas à sa bar mitzvah, et quel père, et quel bar mitzvah. Ce papa va dire, non, si mon père n'est pas venu, c'est vraiment parce qu'il a sacrifié pour le peuple juif tout cet amour qu'il peut avoir pour nous, et il montre à quel point il est capable de s'occuper du peuple juif avant sa propre progéniture, donc c'est la grandeur de Rav Moshe Feinstein. Mais moi, je n'ai absolument aucune once de regret et aucune once de colère par rapport à mon papa, tout simplement parce que je sais à quel point papa m'a aimé. C'est quoi l'amour de Rav Moshe Feinstein? Ça a pris par enfant à peu près 20 secondes par jour. 20 secondes de façon répétitive pendant tous les jours d'hiver, qui fait que
goutte après goutte, l'enfant met son pantalon et ressent la chaleur de papa qui fait que petit à petit, on distille. Et plus tu distilles, plus tu sèmes, plus l'enfant se sent ému. On touche ici le point névralgique. Ce qui construit un enfant, c'est le sentiment d'être aimé, d'être choyé, d'être attendu. C'est la vitamine absolument essentielle qui permet à un enfant d'avancer dans la vie. Plus un enfant sent qu'il est aimé de façon gratuite, on n'a pas dit que le Rav Moshe Feinstein mettait le pantalon sur le radiateur lorsque la moyenne était au-dessus de 18, ou lorsque la chambre était régulièrement rangée, et lorsqu'il avait fait une inspection de la laine de l'enfant pour voir qu'il s'était bien brossé les dents. Et alors pourquoi je vous dis ça? Il a de façon systématique et régulière distillé pas grand-chose. C'est pas une Nintendo PlayStation qu'il a offert à ses enfants régulièrement à Hanouka. On parle d'ici de petits actes, et moins dans ces actes il y a une dimension financière, plus on est sûr qu'il s'agit d'un investissement au niveau sentimental. Ça, c'est la nourriture absolument essentielle qui va permettre à l'enfant de sentir qu'il est aimé, et plus il sent qu'il est aimé, plus il aura un concept de lui fort, plus il a un concept de lui fort, plus il aura des immunités par rapport à toute forme de recherche de bonheur artificiel que l'on trouve tellement facilement aujourd'hui à la porte de la maison ou même à l'intérieur, même grâce au Wi-Fi de la maison. Ça, c'est le point absolument essentiel. Vous devez retenir une chose ce soir, c'est ce qu'on va développer là maintenant. Je vous donne ici, si vous n'êtes pas convaincu par rapport à cette histoire, une source au niveau des versets de la Torah. Lorsque Yaakov Avinu est venu bénir ses enfants à la fin de la paracha de Vaïri, à chacun des enfants, il va lui donner soit une bracha, soit un reproche, mais finalement dans la vie, un reproche c'est aussi une bracha, c'est aussi une bénédiction. Il dit à son fils Yehuda la chose suivante. Ve-chachlili et naïm, je suis dans le grand 2, grand 1. Chachlili et naïm miyaim. Les yeux seront pétillants de vin, dit-il à Yehuda, ou leven shinaïm mechalav. Ou leven shinaïm mechalav. Et tes dents seront toutes blanches de lait. Leven, c'est blanc. Shinaïm, tes dents. Mechalav, du lait. Donc tu auras les dents toutes blanches. À cause de quoi? À cause du lait. Tu auras un territoire dans lequel il y aura tellement de vaches laitières que tu en auras les dents blanches. Sourire ultra bright, promis à Yehuda. Ça c'est la lecture au niveau du sens littéral. Leven shinaim mechalav. La blancheur des dents, mechalav, le même, indique une provenance. C'est par le lait que j'ai les dents blanches. Maintenant, les maîtres du Talmud vont utiliser une autre fonction de l'article même. Mais, mi, qui ne veut pas dire simplement la provenance, comme Aniba mi Yerushalayim, je viens de Yerushalayim, mais est aussi un comparatif de supériorité. Désolé de plomber l'atmosphère avec des souvenirs du Becherel et du Bled, mais c'est pas grave, ouais, vous devez vous aussi côtoyer ça tous les jours avec vos enfants. Le comparatif de supériorité est le suivant. Ani yoter gadol mimcha, je suis plus grand que toi. Ani yoter ashir mimcha, je suis plus riche que toi. Mimcha, le même, indique mieux que. Si je transpose cette définition du même dans le même verset ici, où leven shinaï mechalav, la blancheur des dents mechalav, pas par le lait, mais mieux que le lait. Apprennent les maîtres du Talmud dans le traité de Ktuvot, page 113, Amar Rabbi Yochanan dit Tov amalbin shinaim lechavero yoter mimashkeu chalav. Il est mieux de sourire à son ami que de l'abreuver du lait. C'est-à-dire que les papours et les mamours qu'une maman fait lorsqu'elle donne le sein à son enfant sont infiniment plus nourrissants que le lait lui-même. On sait à quel point le lait est absolument essentiel pour la constitution physique de l'enfant. Le maître du Talmud voulait nous dévoiler un secret exceptionnel qui est le suivant. Oui, mais la caresse de la maman, le sourire de la maman, les papours et les mamours sont infiniment plus nourrissants. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps sur France Info une étude qui donne des frissons. Ils ont dévoilé dans les archives, en Union soviétique, sous l'époque de Brejnev, ils avaient fait à l'époque des tests
qui vont être la fâcheuse illustration de ce principe du Talmud. Le Talmud est écrit en plus 400, et regardez à quel point les maîtres connaissaient la structure psychique de l'individu. L'étude a été faite de la façon suivante. Ils ont pris des orphelins nourrissons. Un groupe d'une dizaine, premier groupe, groupe A, groupe B. Le premier groupe, les sages-femmes, les infirmières qui étaient chargées de ce groupe d'une dizaine d'orphelins, étaient censés nourrir les enfants, et ils avaient pour ordre la chose suivante. Vous devez les nourrir de façon régulière, tous les 3 heures comme un nourrisson, avec la quantité nécessaire de lait, le calcium qu'il faut, toutes les vitamines dont l'enfant a besoin. Mais, au moment où vous nourrissez l'enfant, vous lui mettez le biberon et vous n'engagez absolument aucune communication. Ça doit être un acte technique, pas plus que ça. Premier groupe, premier échantillon. Deuxième échantillon, vous devez nourrir les enfants, vous leur donnez la quantité moins grande que ce dont ils ont besoin pour leur croissance. Vous les laissez vociférer pour manger. Vous ne leur donnez pas tout de suite. Le premier groupe, on donne tout de suite. Le deuxième, on attend. On les laisse un petit peu souffrir dans leur faim. Désolé, hein, c'est une étude qui a été faite, enfin, des choses qu'ils faisaient sous le régime de Brejnev. Mais par contre, au moment où vous amenez le biberon en quantité insuffisante, vous engagez une discussion avec l'enfant. Vous parlez avec l'enfant. Ils ont fait un comparatif de ces 2 échantillons. Premier groupe qui a été nourri comme il faut, aucune carence en calcium, en vitamine C et B, tout ce que vous voulez, sont sortis des personnes totalement associables. Le deuxième groupe sont sortis des personnes avec des carences en calcium, mais des personnes totalement équilibrées d'un point de vue psychique. Pour des orphelins, je parle. C'est révélateur du fait que la dimension sentimentale est infiniment plus nourrissante que la dimension physique pure. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de physique, mais je dis qu'on ne se rend pas compte à quel point le physique est absolument, la dimension sentimentale est absolument essentielle. Maintenant, bien comprendre une chose, qu'on le veuille ou pas, on éduque les enfants de plus en plus dans ce qui s'appelle une carence affective. Je m'explique. Carence affective, ça veut dire l'enfant a en général de moins en moins, sans qu'on s'en rende compte, le sentiment d'être aimé de façon gratuite. Je vais donner des raisons à cela, des raisons objectives et des raisons subjectives. Les raisons objectives sont les suivantes. Première des choses, c'est vrai que le tourbillon de la vie, le monde concurrentiel, le fait que on vit dans un climat de crise et beaucoup de choses, et le problème des distances, surtout dans des villes comme Paris, fait qu'on a de moins en moins de temps, qui fait qu'en général le temps qui nous reste en tant que parents pour s'occuper des enfants est un temps qu'on appelle productif. Lorsqu'on est avec les enfants, on dit voilà, on est là pour qu'ils respectent le canevas de la maison. C'est quoi le canevas de la maison? Mets ton cartable à sa place, mets ton manteau à sa place, commence à faire tes devoirs, prends ton goûter, ne reste pas des heures à ton goûter, commence pas à embêter ta sœur, fais tes devoirs, prépare ton kimono, prépare tes partitions. C'est-à-dire qu'on est là pour que les choses se gèrent. Où est le moment durant lequel on s'est assis 2 minutes, 5 minutes avec l'enfant pour dire bon, ok, raconte-moi comment ça s'est passé. On a l'impression que s'asseoir 5 minutes, étant donné que ce n'est pas un temps durant lequel on fait bouger l'enfant, c'est un temps improductif et pourtant c'est le temps le plus essentiel pour l'enfant. Donc première des choses, raison objective, on est harassé par la vie qui fait que le peu de temps qu'on a, on le consacre à la mise en œuvre de la maison, à la mise en œuvre des devoirs. Ce qui est incroyable, c'est que le jour du Shabbat Kippour, qui est une invention absolument incroyable, sur lequel on pourrait déconnecter de tous les iPhones, de tous les Facebook, de tous les Twitter, et c'est un génie des Chachamim, la Torah qui est venue interdire l'électricité, finalement ça nous permet de pouvoir nous retrouver avec nous-mêmes. On peut malheureusement des fois transformer la table de Shabbat en un interrogatoire sur le retour sur investissement d'une école juive dans laquelle on paye quand même pas mal d'argent au niveau scolarité. On aimerait bien que ce ne soit pas pour rien. Et donc on peut transformer, métamorphoser une table de Shabbat qui est là, exclusivement pour qu'on puisse kiffer, en un moment d'interrogatoire pour voir si les connaissances sont acquises. Et c'est des fois, très souvent, un problème assez important. Il y a des moments de délice, il ne faut pas les gâcher par une dimension tout simplement d'interrogatoire. Je dis que ça c'est l'aspect du tourbillon de la vie. Deuxième élément sociologique important. Ce que j'ai marqué ici, la mère en dehors du foyer. Petite parenthèse, je ne suis pas du tout en train de prôner la femme à la maison, absolument pas. Il est tout à fait normal qu'une femme ait un besoin de pouvoir s'exprimer en société, indépendamment des données financières, de l'argent
qui se retrouve dans le foyer. Il est tout à fait normal lorsqu'un mari, signe une ktuva. Alors, le texte nous dit Shera ksuta volata lo tigra, on n'a pas le droit de diminuer à son épouse, Shera, on doit la nourrir, ksuta, on doit la vêtir, et onata, on doit la sustenter d'un point de vue sexuel. Ça, c'est le devoir d'un mari. Lorsqu'on dit que Shera veut dire la nourrir, ksuta veut dire l'habiller, c'est pas simplement Yves Saint-Laurent, rive droite, rive gauche. Ksuta, c'est la façon dont tu vas te présenter. Donc, il existe dans les besoins essentiels, indépendamment de la sape, un besoin d'être en société. Et donc, il n'y a absolument rien de grave là-dedans, si ce n'est que si une femme se sent obligée de sortir pour des raisons financières, et ça peut être très souvent le cas, d'une certaine façon, lorsqu'elle rentre de ce travail, elle est jamais toute guillerette. On vit une pression au boulot, on peut avoir un boss qui est compliqué, on peut avoir des horaires difficiles, on peut avoir si on est dans l'enseignement, des enfants particulièrement irritants, qui fait que lorsqu'on rentre à la maison, il ne nous reste que très peu d'énergie pour pouvoir consacrer à écouter un enfant. On est pressé de tout mettre en place, et les machines, et les repas, et tout ça. Et ce climat crée petit à petit ce phénomène de carence en amour gratuit, ce moment où une femme, une mère, un père pourra s'asseoir avec un enfant. Alors, des fois, il n'y a pas le monopole de la mère au niveau maternel, mais d'une certaine façon, c'est la chose la plus naturelle. Et si le papa ne prend pas le relais, d'une certaine façon, l'enfant, petit à petit, se sent abandonné dans cette dimension de l'amour, l'amour gratuit. J'ai remarqué, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai remarqué de façon concomitante avec la Révolution féminine de 1968, sont apparues dans le secteur agroalimentaire des marques à connotation très forte au niveau féminin. La marque, par exemple, Maminova. Le café grand-mère. La confiture Bonne Maman. Rappelez-vous des spots publicitaires dans lesquels on ne voit pas du tout les top modèles classiques des publicités. On voit une vieille femme avec un tablier rouge et blanc qui vient vanter les yaourts ou bien la confiture 50% fruits, 50% sucre. C'est concomitant aux années 70-75. Je pense, j'avance, que c'est l'intelligence suprême des publicistes, des personnes de la publicité, qui se sont rendus compte que petit à petit, cette révolution petit à petit a, d'une certaine façon, tué la mama. Et puisque la mama est tellement importante, on va la substituer avec une confiture, avec un yaourt qui te fait croire à quelque chose d'authentique, à quelque chose d'antan. Je pense que c'est du génie de la part de ces personnes, mais je précise que c'est concomitant à ce phénomène durant lequel petit à petit la mère, avec cette dimension, la mama, a petit à petit disparu. Rappelez-vous un petit peu, au niveau de la variété, ce que disait notre maître Charles Aznavour. Ils sont venus, ils sont tous là. La maman va mourir, il y a même Giorgio le fils maudit. Ça veut dire quoi, il y a même Giorgio le fils maudit? Ça veut dire quoi? C'est la maman. Désolé, les rabbins, on est obsédés par le commentaire du texte. Donc on essaie de tout découvrir. Alors j'espère que je ne fais pas d'erreur avec Charlie. Mais en tout cas, il y a même Giorgio le fils maudit. Sur le fils maudit, on peut imaginer que dans le monde de la Sicile, il y a certains enfants qui flirtent un peu trop avec la pègre. Giorgio, il a dû un peu trop flirter avec la pègre et donc il a été maudit de la famille. Mais la maman meurt, pas le papa, la maman meurt. Il ne peut pas nier tout l'amour qu'il a reçu de sa maman. Et donc il est obligé de venir gâter toute la famille. Et ça pour l'enterrement de la mère, pas du père. Alors, désolé, je fais des dioukim comme on dit. Oui, mais c'est ça l'idée, c'est un climat qui était distillé à l'époque. Vous savez, toujours intrigué, mais vous savez, les rabbins qui font des conférences sur l'éducation, c'est une nouveauté. Les conférences d'éducation, c'est une nouveauté du XXe siècle, XXIe siècle. Ça n'a jamais existé. Nos grands-parents s'en sortaient pas si mal que ça. Et un des éléments, dirait Jacobson, déterminants, c'est justement le fait que les enfants étaient, même si le père était totalement absent, par le business ou par je ne sais quoi, les enfants recevaient la dose suffisante d'amour gratuit qui fait que l'enfant était armé pour toujours. Armé pour toujours, parce qu'il avait en permanence une maman qui était là pour lui faire des petits gâteaux qui sentaient bon. Dès qu'il montait les escaliers, il sentait l'odeur. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'évapore et dont il faut obligatoirement trouver un ersatz sans quoi l'enfant va vivre avec cette carence. Deuxième élément, les raisons subjectives. C'est les raisons objectives et les raisons subjectives. Ça, c'est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus essentiel.
Vous avez ici un principe qui est marqué chez un maître qui s'appelle le Rabbi Aaron Halevi, le Chinour, qui est venu répertorier par paracha toutes les mitzvot qui ressortent de la paracha. C'est un principe qui répète plusieurs fois. Dites la chose suivante, Da, qui est Adam Nifal Kefi Peolotav. Un homme agit en fonction de ses actes, c'est-à-dire qui Acharea Peolot Nimshachim al Levavot. En fonction de tes actions, ton cœur va être entraîné. Il dit, ni plus ni moins, se mettre la chose suivante. Très souvent, nous on pense que pour donner quelque chose à quelqu'un, son épouse, son mari, son enfant, ses parents, encore faut-il au préalable l'aimer. C'est-à-dire, je t'aime, donc je te donne. Le maître ici du Moyen-Âge dit exactement l'inverse. C'est parce que tu donnes que tu aimes. C'est-à-dire, plus je donne, plus j'aime. Écoutez-moi bien. Plus je donne, plus j'aime. Si vous voulez une preuve de cet axiome, c'est très simple. Le directeur, est-ce que vous avez mis en place les détecteurs de tomates et concombres? Il n'y a pas de concombre. Vous avez jamais remarqué que de façon générale, une mère aime plus ses enfants qu'un père. Détection de tomates. Un exemple, un enfant tombe, il se fait mal. Ouais. Une mère, ah, j'ai mal mon fils. Un père, oh, ça va, moi aussi. Alors, il y a toujours des exceptions, mais de façon générale, on sent de façon générale la dimension maternelle est beaucoup plus compatissante, pour le dire de façon plus élaborée, qu'un père. Vous savez pourquoi? Pour une raison. Parce qu'une mère, elle a pris 9 mois d'avance. 9 mois de quoi? De dons gratos. Gratuit. Vous savez pourquoi gratuit? Parce que c'est vomissement, c'est sciatique, c'est crampe à 3h du matin du mollet droit. Et c'est un crescendo de douleur, et même si la péridurale aujourd'hui existe, elle n'existe pas toujours, et puis on ne la veut pas toujours, et puis elle ne marche pas toujours, bref, c'est un crescendo de douleur, pourquoi? Pas grand-chose. Au bout de 5 mois, ah, ça bouge, fantastique. Au bout de 9 mois, l'enfant naît, ah, je t'adore comme t'es beau. Menteuse. Il est moche comme un pou. Il est chauve, il est tout bleu, oh, je trompe. Il est beau, pourquoi il est beau? Parce que tu l'as aimé avant qu'il naisse. Tu as donné. Tout ce que tu as distillé, d'une certaine façon, tu es en train de donner et tu n'as rien pour l'instant. Mais plus tu donnes, plus tu aimes. Ça, c'est un principe essentiel de la vie. Maintenant, on pourrait, nous, les maris, faire ce qu'on appelle les séances de septembre, de rattrapage, comme à la fac. Ouais. Mais il y a, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais en tout cas, il y a un truc assez incroyable. On se sont rendus compte de la science. C'est que les maris font ce qu'on appelle une maladie incroyable. Il n'y a aucun médecin qui arrive à comprendre pourquoi. Il faut une maladie juste après la naissance qui s'appelle la surdité chronique. De minuit à 7h du matin, je tape barre chez moi, mon fils, ma fille, une semaine, il fait ses nuits. Et sa femme, mais non, mais pas du tout, avec des cernes jusqu'au menton, ouais, tous les 3 heures, comme une montre Rolex, que j'attends toujours d'ailleurs. Ça, c'est la différence. C'est un principe absolument essentiel. Le Rovot Alevavot dit un truc incroyable, le maître du Moyen-Âge. Il dit la chose suivante, il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la jante, les humains, dans une supériorité intellectuelle colossale par rapport aux animaux, et dans une infériorité physique colossale par rapport aux animaux. On est infiniment plus intelligent que tous les animaux réunis, et on est infiniment moins véloce que les animaux. Pourquoi Hachem ne nous a pas créés directement, à la fois super intelligent comme on est, et super véloce? L'enfant il naît, bon, il arrive, il dit maman j'ai faim, pourquoi pas? Combien de temps, je donne un exemple, combien de temps met un chaton pour marcher? Tout de suite. Combien de temps met un poulain? Tout de suite. Combien de temps met un Bambi? Non, 1 heure, mais c'est pour Walt Disney. C'est immédiat. Immédiat. Combien de temps met un enfant pour marcher? 1 an. Les Usain Bolt, c'est 9 mois. Au mieux, c'est 9 mois. Pourquoi Hachem nous crée avec un tel handicap? Et attention, il marche à 9 mois. Il titube. Il titube, ouais. Vous savez qu'il est bourré. Pourquoi Hachem va nous créer d'entrée de jeu avec des vélocités. Vous savez pourquoi? Akadosh Baruch Hu crée des enfants, entre guillemets, handicapés, parce que plus il est handicapé, plus tu vas lui donner. Et plus tu lui donnes, plus tu l'aimes. Hachem était intéressé au final à créer une relation entre un papa, et un papa, maman et enfant, qui est tellement forte que la mère elle a 80 ans, le fils il a 50 ans, c'est un très grand financier, et il appelle son père, le mec il a 100 millions d'euros de réserve, il appelle son père et il dit papa tu sais quoi,
j'ai fait encore un coup fumant, j'ai acheté un immeuble et je vais le revendre. Ah, mon fils, Razak, t'es un champion. T'es un champion d'un bonhomme qui a 50 ans, qui entend ça de la part de son père qui a 80 ans, ça lui fait sa journée. Ce type de relation n'existe pas avec les chatons et les chattes. Il y a des sentiments, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des sentiments, mais il n'y aura jamais la même chose, n'en déplaise à Brigitte Bardot. Ce n'est absolument pas le même type de relation sentimentale qui sont en train de venir en tête. Donc je répète, Akadosh Baruch Hu veut créer un type de relation au top, c'est la raison pour laquelle il crée cet handicap de façon à, on va combler. Et tu l'apprends à marcher, tu l'apprends à taper dans une balle, tu l'apprends à courir, tu l'apprends à faire du vélo, et tu investis, et tu investis, et tu investis, qui fait que fondamentalement, le pipeline ombilical, on le coupe jamais. On le coupe jamais. Pourquoi? Parce qu'on donne, parce que c'est une histoire d'amour. Et comme toute histoire d'amour, elle ne se finit jamais, elle ne se tarit jamais. Ça, c'est le point essentiel du travail en amont qu'on doit mettre en place, qui fait que l'enfant, plus je sens que tu m'aimes, et plus tu me donnes de façon gratuite, plus je sens que je l'aime, et plus je sens que j'aurai une oreille qui pourra m'écouter. Maintenant, faites attention, on ne se rend pas compte. Mais on rentre tous dans des systèmes de dons aux enfants avec conditions. Avec, comme les contrats d'assurance avec la petite astérix. C'est-à-dire, on est prêt à donner, à condition que les résultats soient au beau-fils. Les résultats, c'est pas simplement les résultats scolaires, c'est l'entente avec dans la fratrie, c'est la chambre rangée, c'est beaucoup de choses. Et quel est le problème insidieux qui est derrière? C'est le suivant. C'est que moins l'enfant respecte, moins je donne. Mais attention, moins je donne, moins j'aime. Et moins j'aime, moins j'ai envie de donner. Et donc il y a un cercle vicieux qui se met en place qui fait que petit à petit, on se rend compte que le muscle de l'amour est en train de s'atrophier. Ceux qui veulent s'en convaincre, il y a un maître de la littérature française qui a très bien compris ce principe. Plus je donne, plus j'aime. Saint-Exupéry. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Le Petit Prince, c'est le temps que j'ai passé pour ma rose qui fait que ma rose est si importante. Les ducs, le Petit Prince. Le Petit Prince, il dit, je me croyais riche d'une fleur unique, mais je ne possède qu'une rose ordinaire, ça et mes 3 volcans qui m'arrivent au genou. Il est dépité, il voit un parterre de roses, il croit qu'il y avait une seule plante, et il y en a des centaines de plantes. Puis une fois qu'il a compris que c'est ce que j'ai donné à la plante qui fait qu'elle est unique, alors il retourne vers le parterre de roses, il leur dit, vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous, vous êtes comme était mon renard, il était un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, il est maintenant pour moi unique au monde. Cette dimension d'unicité, on ne l'a qu'à partir du moment où tu sèmes, et tu sèmes, et tu sèmes, et plus tu sèmes, et plus tu aimes. Je n'ai pas le temps de parler, mais c'est exactement ce qui se passe dans les lois de pureté familiale, dans lesquelles on apprend à un individu à donner à son épouse sans qu'il y ait un retour sur investissement immédiat. Tu vas attendre le mikvé, ouais, donc c'est J+12. Mais ce qui est génial, c'est que petit à petit, dans le don que tu fais, tu vas petit à petit apprendre à lui dire « je t'aime » sans qu'il y ait une arrière-pensée derrière ce « je t'aime » qui s'appelle, c'est le plan A, sachant qu'on ira de A à Z dans la chambre à coucher. Ça, c'est le génie de ce qui s'appelle la construction de la relation sentimentale. Petite parenthèse. Ça, c'est ce qui se trame ici, je répète. Un enfant peut être indiscipliné, un enfant peut avoir une chambre qui est toujours, entre guillemets, en pétard. C'est pas pour autant qu'il mangera plus de poisson et de viande à la maison. Ouais. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il se comporte mal que pour autant je dois couper le lien affectif, et c'est là qu'arrive toute la difficulté d'être capable de dépasser les résultats et de se dire attention, je t'aime et je t'aimerai toujours, et que, pas simplement le dire, mais que l'enfant le sente. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre en place de façon absolument essentielle. Là se situe toute la dimension préventive. Plus un enfant sait que papa et maman m'aimeront toujours, plus, non pas il va faire des catastrophes, plus il va essayer d'être digne de l'amour qu'on lui porte. C'est lorsqu'on rentre dans des systèmes de troc, je te donne à condition que petit à petit l'enfant sent qu'il y a un amour qui n'est pas franc, sincère et massif, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas 50%, 30%, il n'y a pas de pourcentage. C'est binaire. C'est où on aime, ou d'une certaine façon on n'aime pas sans s'en rendre compte. En tout cas, l'enfant vit avec ce ressenti. Ça, c'est le point le plus essentiel au niveau préventif. Deuxième aspect essentiel, donc au niveau, cette fois-ci c'est plus préventif, c'est palliatif ou même curatif. Comment gérer la communication avec l'enfant? Je vous ai amené ici, d'abord, à l'examen de l'état des lieux. Très souvent, lorsque on est en face d'un enfant qui revient de l'école, qui a tout un vécu psychique terrible qu'il a vécu, il a pu être humilié, il a pu ne pas avoir mangé à sa faim, il a pu ne pas avoir pu supporter la nourriture de l'école. Il y a des millions de facteurs qui peuvent agresser un enfant. Je suis actuellement dans le grand 2, petit A, l'état des lieux.
L'enfant va essayer d'exprimer de façon extrêmement gauche. Très souvent, on peut assister dans les relations parents-enfants à une faculté de la part des parents de couper l'enfant. On sait exactement, je sais exactement ce que tu vas dire, mais c'est ça et ça. Ça c'est, je vais juste vous décrire un petit peu l'état des lieux classique, ça veut dire on a très souvent tendance à couper un enfant. Ou bien même si on sait qu'il ne faut pas couper un enfant, on est capable de l'attendre, une sorte d'attendre poli, mais on a déjà prévu le canevas de réponse. Par exemple, un enfant revient de l'école, il s'est tapé une sale note, on connaît déjà toutes les tirades possibles. Je t'avais bien dit que tu n'aurais pas dû jouer à ça et ça. Je t'avais bien dit de réviser. J'ai donc a priori déjà tout un dossier d'accusation très forte qui vient justifier ce que je lui ai dit. Et très souvent, on n'est pas, on ne prête pas l'oreille parce qu'on a tout un torrent à déverser de colère par rapport à ce qu'on avait pu dire à un enfant. Première des choses, on peut soit le couper, soit l'attendre passivement, avec un air extrêmement, j'ai envie de la sortir. Je m'arrête, je n'écoute pas l'enfant et je lui déverse d'entrée de jeu tout ce que j'avais à lui dire. Ça, c'est extrêmement nocif pour l'enfant. Pourquoi? Parce que la conséquence de l'enfant, c'est la suivante. Si nous, on joue au tac-au-tac, lui aussi joue au tac-au-tac. Tac-au-tac, au tac-au-tac, ça veut dire que c'est un principe de ping-pong. L'enfant réagira par rapport à nous exactement comment nous, on s'adresse par rapport à lui. Premier point. Deuxième point, papa et maman ont pu déverser ce qu'ils avaient à dire, mais l'enfant ressent qu'il n'a pas été écouté et donc il a été incompris. À partir du moment où il a ce sentiment, il sait qu'il n'a pas pu communiquer ce qui passait à l'intérieur, il va le garder à l'intérieur. Première conséquence directe. Deuxième conséquence directe, il va en arriver à une non-confiance en l'expression verbale. Si ce phénomène se répète, durant lequel il n'a pas pu déverser ce qu'il avait à l'intérieur parce que je ne l'ai pas aidé en tant que papa et en tant que maman, petit à petit, il perd confiance aux facultés d'expression. Ça ne sert à rien que je parle, vous serez campé sur vos positions. Je veux juste vous mettre ici en exergue comment l'enfant, petit à petit, perd confiance au mode même de la communication qui va petit à petit l'amener à rentrer dans un mutisme tout simplement parce qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir effectivement s'exprimer. Maintenant, les 10 commandements de l'apprentissage de l'écoute de l'enfant. Je vais marquer ici 10 commandements. Première des choses, lorsqu'un enfant est en colère, lorsqu'un enfant a ce tumultueux à l'intérieur de lui où on sent qu'il y a des choses qui transparaissent, il y a une colère, il fait la tête, il rentre dans un mutisme, oui, non, ça va, on sent qu'il est évasif. La première des choses va s'adresser à nous pour faire ça et ça. La première des choses, ne jamais répondre dans le feu de l'action. Il dit, ok, j'entends ce que tu dis, je vais réfléchir à ce que tu me proposes. Ouais, vous voyez que je veux plus être dans l'école, je veux changer d'école, bref, j'ai un grand endroit. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. On ne prend pas tout de suite une décision, on ne rentre pas dans le système du tac au tac. L'avantage de cela, c'est que si je m'oblige à attendre 5 minutes, je vais gagner sur les deux plans. 5 minutes vont permettre d'abord que l'enfant se calme. Très souvent, c'est dans le... D'ailleurs, les enfants commencent à décharger dans le retour de l'école pour ceux qui ramènent les enfants en voiture. Et très souvent, on a plusieurs enfants qui chacun a son paquet à livrer. Il y a donc une technique qui consiste à dire, écoutez, voilà, avec plaisir, on va parler de tout pour chacun, mais on attend d'arriver à la maison. C'est compliqué d'abord d'observer l'enfant. S'il se déverse dans la voiture, on ne connaît pas ses mimiques, on n'arrive pas à la voir, donc on perd énormément du message de l'enfant. Donc, il a dit, écoutez, prenez déjà, calmez-vous, prenez un goûter, préparez des goûters dans la voiture, bref, calmez l'enfant et attendre au moins 5-6 minutes de façon à ce que déjà l'enfant soit un petit peu apaisé. Des fois, le fait de manger, ça apaise, primo. Secondo, résumer avec l'enfant ce qu'il a dit. Donc, si je comprends bien, tu as eu un problème avec un professeur de maths qui t'a mis une colle alors qu'il n'aurait pas dû te mettre une colle. Tu sais quoi? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai pas loupé un maillon de ce que tu m'as dit? Je montre déjà à l'enfant que j'ai écouté exactement ce qu'il m'a dit. Déjà l'enfant se sent écouté et c'est une partie de confiance absolument essentielle. Une fois que l'enfant a fini, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu ne m'as pas dites et que tu voudrais ajouter? Ça veut dire que peut-être l'enfant se dit, mon problème principal c'est celui-là, mais en fait j'en ai un autre, mais il est tellement dérisoire que je ne vais pas en parler. Non. Essaie d'ouvrir à l'enfant, le champ maximal de zones durant lesquelles il est gêné. Bon. Je répète, est-ce que c'est bien ça ton problème?
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce problème? Troisième chose, parler avec l'enfant mais pas faire des grandes phrases. C'est plus un moment de conférence, c'est un moment dans lequel on va essayer de parler, comment dire, triste, comme on dit en hébreu, ça veut dire, on parle net. Ça t'a fait mal, tu te sens frustré, tu ne comprends pas utiliser des mots les plus simples possibles, c'est pas la peine d'avoir un langage trop soutenu dans lequel on va noyer l'enfant, être capable de pouvoir parler dans ces termes en devoir de concision. Cinquième commandement. Ce que j'appelais la magie du style interro-négatif. Plutôt que de parler en direct avec l'enfant, être capable de dire, tiens, c'est marrant, il t'a mis une heure de colle, tu es profondément outré par rapport à ça, mais c'est qu'au lieu de dire, non, c'est pas possible, il n'est pas méchant, la preuve, c'est qu'une fois tu m'as dit qu'il t'avait été super gentil, tu as remonté 2 points ton interro. J'ai cette information, que le professeur a été une fois gentil. Je dis, écoute, c'est possible, j'accompagne son sentiment, c'est possible, c'est tout à fait injuste, mais tu trouves pas quand même c'est bizarre? Pas pour essayer de planter l'enfant, mais c'est quand même bizarre parce qu'une fois, j'avais entendu que, tu m'avais dit qu'en fait, tu avais été impressionné par sa gentillesse. Je ne suis pas en train de lui dire c'est faux, il est gentil, je ne sais pas s'il est gentil, je ne sais pas qui a raison. D'ailleurs, je précise bien, c'est absolument essentiel, dans des phases comme celle-là, de ne jamais trancher dans un sens comme dans l'autre. Il y a plusieurs familles. Il y a des familles dans lesquelles on donne aveuglément toujours raison à l'établissement. C'est peut-être débile. Qui a dit que l'établissement a toujours raison? Il est possible que dans certaines conditions, l'établissement dans lequel vous êtes d'ailleurs a une recherche de perfectibilité colossale. Non, nul n'est infaillible. On peut faire des erreurs. Ce qu'il faut juste rassurer l'enfant, c'est qu'il y aura quelqu'un qui sera capable d'écouter. S'il y a injustice, on pourra en parler. Donc, d'aucune façon, on peut partir avec l'exemple, l'école, le maître a toujours raison. Qui a dit? Non, d'aucune façon non plus, on peut pas dire, mon enfant a toujours raison. Ça t'a dit, je connais, il ne ment jamais. Qui a dit en tout cas que c'est le moment de trancher qui a raison? Le moment, l'urgence, lorsqu'on gère le tumulte de l'enfant, c'est d'accompagner son ressenti, peu importe qui a raison. Peu importe si l'enfant était comme il faut pas, mais en tout cas, il a mal, ça fait mal, c'est pas la peine de philosopher maintenant, je t'accompagne et je te comprends dans ton ressenti. Ça c'est absolument essentiel et d'aucune façon d'essayer de commencer à trouver qui a raison, qui a tort. C'est pas du tout le moment. Il y a des moments où l'établissement aura raison, il y a des moments où l'enfant aura raison, peu importe, le professeur a raison, mais c'est pas du tout le moment dont on va parler. Et si toutefois, on pense qu'il y a eu effectivement injustice, alors si c'est une grande injustice, évidemment il faudra qu'on en parle, et puis des fois, c'est pas grave, d'habituer l'enfant en disant, ouais, effectivement, tu as vécu une injustice, et je t'accompagne là-dedans, et je suis pas d'accord. Maintenant, ça peut arriver, le professeur, l'établissement, le CPE, le pion est un homme comme tout le monde, ça arrive. Dans la vie, il y a des injustices, il faut s'habituer aux injustices. On peut éventuellement décider de remonter ou pas l'information. Une chose est sûre, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir une oreille qui écoute, mais pas pour n'importe quelle chose. On ne peut pas, si vous voulez, essayer d'attraper un établissement, essayer d'attaquer chaque chose. Ouais, dans les choses grosses, il faut être capable de pouvoir, écouter, et pas systématiquement pour chacun des petits détails. Donc, faire bien la part des choses, être capable de dédramatiser la chose. Il y a un sentiment de profond tumulte de l'enfant au moment où il s'exprime. Lorsqu'on a passé 5 minutes, il est déjà beaucoup plus calmé. Une fois qu'il a passé calmé, on peut commencer petit à petit à réfléchir, mais surtout garantir l'enfant qu'on l'accompagne dans son sentiment, même si l'enfant a été, a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Ça fait mal dans la vie d'être puni, et j'accompagne ton sentiment, peu importe si tu as raison ou tu as tort. Ça, c'est donc la magie. Et donc, on peut attraper un raisonnement de l'enfant, pas dans la directe, en disant c'est pas vrai, le professeur, je le connais, il est très gentil. Non, c'est quand même bizarre, je suis quand même étonné, c'est vrai, c'est injuste ce qu'il a fait, mais c'est quand même bizarre, ça ne lui ressemble pas. Ce côté interro-négatif, style indirect, permet petit à petit d'apaiser les choses. 6e commandement, on a tous tendance, les parents, à classifier le type de problème des enfants en fonction des anciens dossiers. Il faut éviter systématiquement de ramener les vieux dossiers. C'est comme dans le couple d'ailleurs. Ouais, même chose. Il faut éviter de dire, ouais, mais t'as vu, c'est toujours le même problème. On a eu le même problème il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois. On a d'un coup une mémoire absolument incroyable. Parce que là, on est en train de petit à petit de rendre conscient l'enfant d'une sorte de tendance, une sorte de nature qui fait que l'enfant ne pourra jamais s'en sortir par rapport à ça. Donc il faut essayer de travailler en local et non pas en général. On gère une crise exclusivement locale, c'est qu'une fois qu'on a du recul, qu'on peut petit à petit essayer de parler de façon beaucoup plus générale. 7e commandement, comme donc je l'ai précisé, l'accompagner dans le chagrin et l'inviter à s'interroger avec lui, donc de montrer notre confiance. Plus je l'accompagne dans le chagrin,
plus je vais lui permettre lui-même de pouvoir résoudre le même problème, le problème qu'il a. Et lui-même trouvera les mots pour dire c'est vrai que moi j'ai été insolent, et c'est vrai que lui a mal réagi par rapport à ça. Lui-même pourra rapidement avoir la lucidité de la chose. Mais si je ne l'accompagne pas dans son sentiment, si je joue le rôle du juge, non, je suis désolé, t'as fauté, c'est de ta faute, alors à partir de là, encore une fois, il n'aura pas eu cette faculté de pouvoir se déverser. Et s'il n'a pas eu la faculté de pouvoir se déverser, il ne croira plus à la communication, d'où tout le danger du mutisme. 8e commandement, ne jamais prendre des décisions dans un état de colère. Ouais, ça ne sert absolument à rien. Plus que ça, l'enfant, lorsqu'on agit par colère, a l'impression qu'on est en train de se venger par rapport à lui, donc on a des effets totalement négatifs qui font que l'enfant perdra notre confiance. 9e commandement, 2 armes interdites que j'ai marquées ici, le principe du comparatif. Moi, à ton âge, je rechignais pas pour faire mes devoirs. Ce sont des choses qui ne servent absolument à rien. Au tempos homo res, autre temps, autre mœurs. On ne peut pas importer, on ne peut pas non plus importer le fait qu'il y a un autre enfant dans la fratrie qui se tient très bien, qui est très sérieux. Chaque enfant a son stock de paresse, son stock d'ambition, on ne peut jamais comparer, et ce sont des choses qui vont tout simplement blesser un enfant. On va avoir un effet totalement contre-productif. 2e arme interdite, tu comprendras quand tu seras plus grand. Le principe de la raison d'État. J'ai rien à dire, mais un jour tu comprendras. Ça, c'est absolument insupportable. Il faut, même si les raisons de notre attitude dépassent de très loin, le cadre de la petite crise, il faut qu'on puisse trouver les mots pour lui donner une explication qui est tangible par rapport à lui-même. Il faut qu'il puisse retourner avec quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. 9e commandement, dernier commandement, un conseil qui est donné, donc qui est assez intéressant, c'est une fois qu'on a assisté donc à plusieurs moments de crise dans la journée, c'est pas interdit au moment du dodo, au moment du sommeil, de venir reparler avec l'enfant, à un moment où il commence à pénétrer dans un monde dans lequel on est à mi-conscience, mi-inconscience, dans lequel beaucoup de barrières sautent. Et donc, le dialogue sentimental est beaucoup plus facile. Il y a des brèches beaucoup plus faciles à mettre en place. Et lui répéter à ce moment-là que je t'aime et je t'aimerai toujours, je suis fier de toi et je sais que tu vas y arriver. Et distiller ce type de paroles, lorsque je parlais d'amour gratuit tout à l'heure, je précisais bien, il ne s'agit pas de l'amour gratuit, de donner de l'argent ou des cadeaux. Ce sont des sentiments dans lesquels on va dire je t'aime et tu me manques. Et si on n'est pas là lorsqu'il rentre le 5 heures, mettre des post-it ou des smiles, j'espère que ton interro s'est bien passé. Systématiquement sentir que l'enfant est accompagné là où il est. Ça, c'est le point le plus essentiel. Je finirai donc là-dessus, si vous voulez tester. Enfin, donc, on a parlé de ces 2 grands chapitres, donc certainement été exhaustif. J'ai essayé de donner le maximum en faisant du temps que j'avais. Premièrement, la construction de l'amour gratuit. Deuxième chose, la faculté d'écouter l'enfant. Donc, une fois qu'on est dans la crise, ou une fois qu'on est dans le moment durant lequel l'enfant a besoin de s'exprimer, enfin dans une crise, le moment où l'enfant commence à entrer dans un mutisme, on va essayer donc de déceler ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors, si vous voulez faire un test assez intéressant pour jauger le niveau d'amour gratuit qui se trouve à la maison, j'avais fait donc ce test dans plusieurs plateformes régulières dans lesquelles je vais toutes les semaines. Alors, le conseil est suivant, essayez de faire ça, vous achetez une petite surprise, un petit truc bidon, un petit clic, je sais pas, des bambas, des trucs, un petit cadeau à 2-3 euros, et vous tentez demain de le donner à un enfant. Chacun un enfant différent, chacun un cadeau différent. Vous lui donnez, pas devant tout le monde, vous lui donnez, et vous attendez sa réaction. Et s'il ne réagit pas, vous dites, tu te demandes pourquoi je te le donne. Tu as une idée pourquoi je te le donne. Et vous verrez que de façon générale, 98% des personnes vont avoir le type de réaction. Ah oui, je sais, tu me le donnes parce que j'étais sage hier. Oui, tu me le donnes parce que j'ai une bonne note. Oui, tu me le donnes. J'ai eu quelques 2% dans les statistiques de mères qui m'ont dit, ma fille m'a dit, bah oui, tu me donnes parce que tu m'aimes. C'est-à-dire que c'est révélateur du fait que on est tellement rentré dans un système de dons en fonction de la récompense, qui s'appelle une récompense et non pas une expression gratuite, que formellement l'enfant ne peut pas imaginer qu'il existe une notion de spontanéité du don, et ça c'est tout à fait révélateur donc de l'état. Donc on peut pallier à cela. On pallie à cela en se faisant un examen personnel chaque soir avec son épouse. Qu'est-ce que j'ai donné gratos aujourd'hui? Et encore une fois, donner gratos, c'est une tape dans l'épaule, un sourire, un applaudissement, un encouragement, un compliment,
une faculté de pouvoir, plutôt que de repérer, de fliquer tous les points où ça ne va pas, qui sont en général beaucoup plus nombreux que les points où ça va, être capable de mettre en exergue le point où ça va. Waouh, je suis impressionné, impressionné. Même dans des embryons de réussir, d'être capable de pouvoir pointer du doigt cela. Voilà. Je vous souhaite Shavuot Tov, bonne semaine et qu'on puisse